Cuando se piensa en una crisis, se cree que esta afecta a todo el mundo porque vivimos en la era de la globalización y que esto es algo nuevo en la historia de la humanidad. Pero la globalización no es nueva. Los invito a ver una serie de documentales que nos permitirán comprender cómo el capitalismo ya hace tiempo que ha vinculado a casi todos los rincones del planeta. Esta serie de documentales es una invitación a que conozcamos los orígenes y las consecuencias de las crisis del capitalismo. Hoy vamos a ver la primera parte del documental El Cerco. Un documental que trata de analizar cómo evolucionó el pensamiento neoliberal y cómo logró colocarse en el centro del escenario económico y político internacional, y además vamos a ver de qué manera los pensadores neoliberales lograron que sus ideas se convirtieran casi en el sentido común para la mayoría de la gente. Esto se va a ver especialmente cuando se recuerde la década del 40, el surgimiento de un grupo de economistas neoliberales que comenzaron a pensar cómo podían hacer para difundir sus ideas en el mundo. Fue tan importante lo que hicieron, y además se montaron sobre el fracaso del estado de bienestar, las crisis cíclicas que vivía el mundo capitalista, principalmente en Europa, para lograr que su dogma se impusiera en todo el mundo. Pero no solamente lograron que su dogma se impusiera por la fuerza, como pasó en algunos casos en América Latina, como fue en Chile y la Argentina con las dictaduras. Lograron que se convirtieran sus palabras, sus ideas, su dogma en sentido común. Y además lograron otra cosa muy importante, que aquellos que querían criticar las políticas neoliberales fueran marginados. Se los calificaba de querer retrotraerse en la historia, de haber quedado anclados en viejas ideologías. Lo moderno, lo novedoso, lo que había que hacer eran las reformas que estos economistas y comunicadores neoliberales estaban pregonando por todo el mundo. Esto llevó a que Ignacio Ramonet, director de Le Monde Diplomatique, este mensuario francés, calificara este pensamiento como de pensamiento único. En el mundo en los 90 había un solo pensamiento, el pensamiento neoliberal. Todo lo otro parecía una mala palabra. Entre los dogmas del pensamiento neoliberal hubo una cuestión clave, el achicamiento del Estado. El Estado era oneroso, el Estado le costaba mucho a los contribuyentes, lo que había que hacer era privatizar todo lo que se pudiera privatizar. Y lo que no se podía privatizar, simplemente desmantelarlo, como sucedió en el sector de los ferrocarriles. Gran parte de los países en el tercer mundo sufrieron de las políticas neoliberales porque muchas de las vías férreas directamente fueron anuladas, cerradas para siempre.
On appelait régime totalitaire dans les années 30 les régimes qui étaient des régimes à parti unique et dont le parti avait vocation à régir en quelque sorte la totalité des activités d'une société, qu'elle soit politique, qu'elle soit économique, qu'elle soit sociale ou qu'elle soit culturelle. L'État s'occupait de tout. On a eu malheureusement des exemples dans en particulier le fascisme, le nazisme et aussi le stalinisme, des sociétés totalitaires, le parti ayant vocation à tout faire. Alors aujourd'hui, bien entendu, nous vivons en démocratie, mais nous constatons d'une part que là où il y avait un parti unique, maintenant il y a une pensée unique et que, disons, les tenants de cette pensée estiment qu'il y a une solution unique, la solution qu'apporte le marché, pour la totalité des activités de notre société. C'est-à-dire que quelle que soit, disons, l'activité, qu'elle soit d'ordre politique, économique, social, culturel, etc., sportive, eh bien, le marché a vocation à la régler. Que ce soit de l'ordre, on voit comment le marché aujourd'hui pénètre tous les interstices de la société, je disais, comme un liquide, en quelque sorte, hein, qui ne laisse rien, qui n'épargne rien. Eh bien, donc, c'est pourquoi on peut parler aujourd'hui de régime globalitaire, parce qu'il y a une volonté à imposer une sorte de solution unique à la pluralité des problèmes que nous connaissons. La pensée unique, je l'avais écrit à un moment où, en 1995, effectivement, je pense que la plupart de nos concitoyens n'avaient pas totalement pris conscience, finalement, qu'on avait basculé dans une idéologie dans laquelle on était immergé. Cette idéologie, c'est l'idéologie, on dirait aujourd'hui néolibérale. Hein, le néolibéralisme, certes, c'est une technique économique, hein, où c'est, disons, un certain nombre de principes économiques. C'est en même temps, en réalité, sans qu'on s'en aperçoive, un véritable carcan idéologique. Et ce que j'avais essayé de pointer, c'est précisément d'abord ça, en disant en quoi ça consiste finalement, c'est-à-dire ça consiste à énumérer un certain nombre de principes, notamment que le marché, la main invisible du marché, a vocation à régler la plupart des problèmes. C'est pas la peine que l'État s'en mêle ou que le citoyen s'en mêle, laisser faire le marché, etc. Établir un certain nombre de principes comme également la déréglementation. Il faut déréglementer, tout a été trop réglementé, donc l'État est au présent. Il faut moins d'État. Il faut que, en quelque sorte, ce soit le capital qui l'emporte sur le travail. Il faut trancher toujours en faveur du capital. Et il faut privatiser, parce qu'il faut que, disons, le périmètre de l'État soit le plus réduit possible, le périmètre du privé le plus large possible. Il faut favoriser le libre-échange, parce que le commerce, c'est le développement. On faisait une espèce d'égalité, d'équation de ce type. Bref, j'essayais de montrer d'abord comment ces principes-là, en fait, n'apparaissaient pas tout d'un coup, mais ils avaient été élaborés depuis 1944, depuis la conférence de Bretton Woods, qui avait mis sur pied le FMI, la Banque mondiale. C'était tout le travail que le FMI avait conduit depuis les années 60 et 70 en direction des pays du Sud, ce qu'on avait appelé l'ajustement structurel, ou ce que dans certains pays on appelle le consensus de Washington, c'est-à-dire qu'il faut à tout prix réduire le budget des États, il ne faut pas qu'il y ait de déficit public, il ne faut pas qu'il y ait d'inflation, il faut à tout prix que le nombre de fonctionnaires soit extrêmement réduit, tous les services publics, que ce soit de santé ou d'éducation, soient réduits au minimum, l'État n'a pas vocation à faire des dépenses de cet ordre-là, ainsi de suite. Et beaucoup de pays du Sud en avaient énormément souffert, bien entendu. Donc c'est un peu ça que j'essaye d'expliquer en disant, en réalité, quand on ajoute tous ces éléments, on se trouve devant une idéologie. Hein, et aujourd'hui, je parlais pour la France à l'époque, on était à la veille de l'élection présidentielle qui s'est produite quelques mois plus tard, en mai. Bien, je disais, en réalité, aujourd'hui, finalement, c'est cette idéologie-là, cette espèce de pensée unique, presque un parti unique nous était proposé à l'époque.
moment où apparaît le néolibéralisme, on a une configuration intellectuelle et institutionnelle qui est assez particulière. On peut dire grosso modo, de 1914 à 1945, le capitalisme traverse une crise qui est sans précédent. Alors c'est une crise sur le plan matériel. Déjà pendant les années 20, le capitalisme a connu un essor nouveau suite à la reconstruction. Mais dès les années 30, c'est la Grande Dépression, avec son lot de chômage, de faillites et des ordres politiques qui s'en suivent. Et sur le plan intellectuel, le credo libéral, en fait, cède le pas devant des revendications de planification économique, de dirigisme et de méfiance de manière générale envers le laisser-faire. Partout, en fait, on demande à un renforcement de l'intervention étatique, la mise en place d'une économie dirigée, et ça va se traduire par des réalisations concrètes à la fois dans des pays à structure dictatoriale, entre guillemets, et dans des pays démocratiques. Alors, bien sûr, on pense au plan soviétique, à la planification quinquennale, mais c'est aussi le New Deal aux États-Unis avec la National Industry Recovery Administration ou d'autres structures de ce type. C'est en Allemagne nazie le ministère de l'économie impériale, c'est dans l'Italie fasciste le ministère des corporations. Et même en France, par exemple, on instaure un ministère de l'économie nationale, chose tout à fait nouvelle, avec la montée du Front populaire. Un des aspects importants dans la mise en place d'un réseau néolibéral en France, ça a été la construction d'une maison d'édition. C'est une maison d'édition qui s'appelle les éditions de la librairie de Médicis, qui ont été fondées en 1937. C'est une maison d'édition qui a été créée par une femme qui s'appelle Marie-Thérèse Génin, ce qui n'est pas très courant dans cet univers assez masculin. C'est une femme qui est liée à un des dirigeants du syndicalisme patronal français, qui s'appelle Marcel Bourgeois, et qui va l'inciter à mettre en place une maison qui diffusera essentiellement des textes d'intellectuels à destination d'un public d'intellectuels. Donc c'est au sein des éditions de Médicis que va être publiée La Cité libre de Walter Lippmann, qui a servi de prétexte à l'organisation du colloque Lippmann. Mais c'est là aussi que vont être publiés certains textes de Hayek, des textes de Rueff, des textes de Ludwig von Mises, et en tout cas près d'une quarantaine de textes entre 1937 et 1940. C'est dans cette maison d'édition que vont être publiés les actes du colloque Lippmann, colloque qui s'est tenu dans les locaux de l'Institut international de coopération intellectuelle. C'est un organisme disparu aujourd'hui, mais qui est l'ancêtre de l'UNESCO. Donc c'est quelque chose qui se passe dans un cadre relativement officiel. Donc ce colloque a reçu 26 participants, et si on considère de manière rétrospective, on voit l'importance de ces participants. Parmi eux, on trouve Friedrich Hayek, donc un futur prix Nobel d'économie. On trouve quelqu'un comme Robert Marjolin, qui sera un des piliers de la construction européenne. On trouve les fondateurs de ce qu'on appelle en Allemagne l'économie sociale de marché, c'est Alexander Rustow et Wilhelm Röpke. On trouve le conseiller financier du général de Gaulle, Jacques Rueff, et on trouve même le concepteur de la guerre des étoiles de Ronald Reagan, qui s'appelle Stéphane Possony. Bon, tout ça c'est vu de manière un peu rétrospective, parce qu'à l'époque ce sont évidemment des gens beaucoup moins connus. Le colloque va durer 4 jours, pendant lesquels vont être débattus essentiellement des responsabilités éventuelles du libéralisme dans la crise des années 30, et vont être débattus aussi des moyens de rénover le libéralisme et de pouvoir construire une opposition internationale au planisme et au socialisme. Hayek et von Mises, ce sont les représentants d'une des tendances du néolibéralisme, et d'une seule en particulier, qui est ce qu'on appelle l'école autrichienne. Ce sont des partisans d'un libéralisme assez radical, qui ne donne à l'État qu'un pouvoir minimal. L'État minimal, c'est un slogan repris souvent par des disciples de Hayek et von Mises. Alors ce sont deux personnes qui ont des idées économiques un peu différentes. Les libéraux glosent souvent sur leurs divergences possibles, mais qui ont un certain nombre de points communs.
Le premier, c'est que pour eux, la science économique n'est pas toute leur œuvre, c'est qu'une petite partie de leur œuvre. Alors von Mises parce qu'il considère que c'est une branche d'une science plus générale, la science de l'action humaine. Hayek parce qu'il a très tôt quitté les préoccupations purement économiques pour s'intéresser à la psychologie. Il a travaillé sur le cerveau, il s'est intéressé aux ordres politiques, au droit, etc. Pour eux, l'économie, c'est une discipline qui est leur discipline d'origine, mais qui ne couvre pas l'ensemble du champ des sciences humaines. Ensuite, ce sont des gens qui ont une conception de la science économique assez particulière, celle de l'école autrichienne, c'est-à-dire que c'est une économie qui n'est absolument pas positive, on ne s'appuie pas sur des statistiques, sur des données chiffrées, etc. Mais on développe tout à partir d'une axiomatique. On va considérer des situations idéales typiques, entre guillemets, où on va voir comment un individu rationnel agirait devant des arbitrages qu'il doit faire entre le travail et le loisir, entre dormir ou s'enrichir, enfin, etc., etc., avec des métaphores de type Robinson Crusoe perdu sur son île déserte. Troisième élément qu'ils ont en commun et qui est assez important pour comprendre l'histoire du mouvement néolibéral, c'est une conception du travail intellectuel et du rôle des intellectuels vis-à-vis du socialisme. Hayek et von Mises sont des gens qui ont une pensée très élitiste et très aristocratique et qui, grosso modo, pensent que la grande masse de l'humanité ne pense pas. C'est une phrase qu'emploie von Mises dans son livre Le Socialisme, la grande masse de l'humanité ne pense pas. Et seule une minorité d'intellectuels pense, et pense pour tout le reste de la société. Et donc leur idée, c'est qu'il faut que des intellectuels pensent dans leur coin et puissent progressivement prendre le contre-pied du socialisme que d'autres intellectuels ont inventé et diffusé dans les masses, avec l'idée que les masses ne sont pas spontanément socialistes, c'est une idée que des intellectuels leur ont mis dans leur tête. Et donc ils accordent une place centrale à l'action des intellectuels dans les transformations sociales, dans les transformations politiques, dans les transformations économiques. Et c'est un peu ce qui explique qu'ils vont mettre en place des organisations comme la Société du Mont Pèlerin. Alors la réunion du Mont Pèlerin, donc c'est une réunion qui s'est déroulée en avril 1947, 1er au 10 avril 1947, se déroule dans un hôtel, l'hôtel du Parc, qui est situé près de Vevey, en Suisse. Et c'est une réunion avec explicitement pour objectif de réunir les intellectuels libéraux européens et américains et de fonder une organisation internationale pour promouvoir les idées libérales. Donc Hayek avait commencé à prendre des contacts dès 2 ans plus tôt à la fois de participants au colloque Lippmann, à la fois de milieux britanniques et américains. Et il va convier tout ce petit monde au Mont Pèlerin qui donnera son nom à la société. Alors il y avait 39 participants, je crois, à la première réunion du Mont Pèlerin. Là aussi, comme pour le colloque Lippmann, un certain nombre de personnalités importantes. Alors on a 3 futurs prix Nobel d'économie, Milton Friedman, George Stigler, Maurice Allais. On a des personnalités aussi qui sont connues pour leurs essais politiques ou philosophiques. On peut avoir Karl Popper ou Bertrand Jouvenel. Et puis des gens qui ont une influence politique directe dans leur pays, à commencer par les Allemands, Wilhelm Röpke et Walter Eucken, qui sont donc des gens liés à ce qu'on appelle l'économie sociale de marché en Allemagne. Donc les débats vont porter sur des sujets relativement généraux, du type christianisme et libéralisme, l'ordre concurrentiel, les possibilités de fonder une fédération économique européenne, et tout ça donc, pendant plusieurs jours. Bon, l'idée de Hayek, c'est néanmoins qu'il faut une structure comme ça très, très souple. Alors c'est une structure où les membres sont strictement cooptés. C'est une structure qui n'a pas de bureau, qui a des statuts qui sont déposés dans l'Illinois, qui se réunit tous les 2 ans dans des pays différents. C'est une structure assez immatérielle dans laquelle peuvent assez bien se reconnaître des intellectuels qui pensent que le libéralisme est une doctrine pour des intellectuels et qui s'adresse avant tout à eux.
La Société du Mont Pèlerin, c'est par définition, c'est pas un think tank, c'est une sorte d'académie pour les libéraux. Du même coup, il y a une forme de division du travail qui s'est instaurée entre cette organisation qui ne recrute que les libéraux les plus réputés, les plus reconnus pour leurs travaux, et d'autre part, les activités nationales des membres qui peuvent passer par la mise en place de structures qui sont soit des associations, soit des think tanks. Alors ça peut avoir des formes donc assez différentes. En France, par exemple, a été créée l'Association pour la liberté économique et le progrès social dans les années 60, qui est en fait la section française du Mont Pèlerin, à laquelle vont s'adjoindre des membres recrutés soit dans les milieux patronaux, soit dans les milieux politiques, ce qui va permettre d'avoir un recrutement un peu plus large, un peu plus, qui va toucher des milieux un petit peu différents, pas uniquement des intellectuels. L'autre modèle, c'est la construction de think tanks, donc il y en a toujours eu dans l'histoire du Mont Pèlerin. Donc les plus connus, c'est l'Institute of Economic Affairs qui apparaît en 1955 en Grande-Bretagne, ou l'Heritage Foundation qui a été créé en 1973 aux États-Unis et qui a été lié au Parti républicain. Donc ces organismes, les think tanks, vont eux avoir un certain nombre de salariés à pointer, des gens qui vont être payés pour rédiger des notes, faire rédiger des projets de loi quasiment clés en main, qui vont ensuite être distribués aux hommes politiques, aux journalistes, etc., avec l'idée de concourir à la création d'une opinion publique libérale. Donc ces think tanks, aujourd'hui, il y en a des centaines, et ça forme une véritable nébuleuse dans laquelle il est assez difficile de se retrouver, au point même que certains think tanks, comme l'Atlas Foundation, ont aujourd'hui pour rôle de promouvoir la forme think tank et même de distribuer des kits et des modes d'emploi sur comment fabriquer son propre think tank. Donc on peut avoir des choses de nature très différentes. Il y a des groupes qui se réunissent autour d'un auteur. Alors ça peut être le Hayek Center, ça peut être le von Mises Institute, qui tournent autour de l'œuvre d'une personne en particulier. Et puis on peut avoir des groupes qui, eux, ont un sujet de préoccupation en particulier. Ça peut être l'environnement, ça peut être la politique étrangère, etc. Bon, ces think tanks sont sans doute de qualité et de puissance très, très, très différentes. Et ce qui fait la force d'un think tank, c'est s'il arrive à relier en fait des intellectuels, une fraction du patronat et une tendance en général au sein des partis conservateurs. Bon, là, on peut penser aux think tanks comme le Center for Policy Studies de Keith Joseph, qui a promu un petit peu Margaret Thatcher et qui lui a permis de prendre appui pour un petit peu révolutionner le parti conservateur dans les années 70. On sait clairement une organisation qui va se retrouver à la jonction comme ça de trois milieux. Un think tank qui serait purement un regroupement d'intellectuels qui aurait des considérations générales sur le libéralisme, n'a en général que très peu d'influence concrète sur les débats politiques. Toute une partie de la carrière des von Mises, Hayek, etc. s'explique en partie par les affinités qu'ils ont pu avoir avec des dirigeants du syndicalisme patronal. Von Mises, aux États-Unis, a toujours été associé à la Foundation for Economic Education et donc à travers ça au syndicalisme patronal. Hayek, quand il est arrivé à Chicago, c'est financé par des patrons américains qui souhaitaient qu'il écrive une sorte de la route de la servitude, mais sur l'Amérique et pas simplement sur l'Angleterre. Je pense que d'une certaine manière, ces intellectuels ont d'autant plus de pouvoir qu'ils se sont accoquinés ou qu'ils sont amis avec des individus puissants. Et que, évidemment, on peut voir un caractère utopique dans l'œuvre de Hayek, mais en même temps, c'est l'utopie du côté des plus forts et pas l'utopie du côté des plus démunis.
Well, there always have been right-wing think tanks, of course, but they really emerged in a powerful and significant sense in the early 1970s. And this was part of a very broad reaction to the activism of the 1960s, which terrified elites across the spectrum because it was democratizing the society, and they all despised democracy, naturally. In fact, about the most explicit formulation of liberal internationalist views was a very important study of the Trilateral Commission, which is liberal internationalists in Europe, United States, and Japan, three major countries. Early 1974, I think, it was called The Crisis of Democracy, and it was about the fact that the countries were becoming too democratic. There's what they call an excess of democracy. People who are normally passive and apathetic are becoming active and pressing their demands. These are people they call the special interests, like women and young people and old people and farmers and workers, meaning the whole country. There's only one group that isn't counted as special interests. That's the corporate sector, because they're supposed to run the world and the country. So they're not a special interest. They're the national interest. But the rest of the population was just becoming too active. Partly student activism, partly the women's rights movement, environmental concerns. It was a period of had a very substantial civilizing effect on the societies. Changed a lot, and that was very frightening. And there's a tremendous counter-reaction. The Trilateral Commission called for more moderation in democracy. There's too much pressure on the state to meet all these demands. They called on what they call the institutions for indoctrination of the young. They're very frank, because they're talking to each other. The institutions for the indoctrination of the young have to be much harsher and stricter. The press is getting out of hand, which is sort of a joke, but maybe the state will have to intervene to constrain the press. But that was a kind of a general expression from the liberal internationalist corner of this part of the spectrum, internationally, Europe, the United States, and Japan, of the general feeling. That's why it's called the time of troubles. It was very troublesome to see the increase in participation and democracy and activism. And there was a very strong reaction on many fronts. One of them was the rise of right-wing think tanks to a position of great prominence and strength to try to shift the spectrum of discussion, at least in the mainstream, way to the right. At the same time, there's a very sharp increase in business lobbying to try to make sure that they can control and frame legislation. Quand on donne le pouvoir coercitif, le monopole sur le pouvoir coercitif à une agence qu'on appelle le gouvernement, il y aura toujours une tendance vers une utilisation soit ignorante ou soit d'un abus de ce pouvoir, et que le pouvoir aura une tendance à croître. Et ce que l'Institut Fraser essaie de rechercher et de souligner, c'est quelles devraient être les propres limites du gouvernement et quelles devraient être les limites de l'entreprise privée ou des échanges volontaires entre les individus. Et c'est ça le nexus, la division entre la coercition et le volontaire qui va informer ma discussion, ma conférence aujourd'hui, et vous verrez les conférences des autres personnes qui sont venues participer aujourd'hui.
I'm president of the Foundation for Economic Education, which is located just north of New York City. It was founded in 1946. At the time, it was the only free market-oriented classical liberal organization in the world. Since then, others have emerged. But we've been around since 1946, and our principal purpose is to introduce people to the ideas and ideals of a liberal, decentralized society governed basically by the rules of private property and limited government. My point today was not that there isn't pollution caused by industrial capitalism. My point was that the pollution caused by industrial capitalism, regardless of how serious or not serious you believe it to be, but that pollution should be compared, the severity of today's problem should be compared to the way life was in the past, in pre-industrial times. And life in the past was, by our standards today, extraordinarily dirty, unsanitary, and hazardous because of the natural pollutants, the natural dirt that all of our pre-industrial ancestors dealt with on a daily basis. And those things killed many of our ancestors. And the market system, capitalism, has eliminated many of these hazards and has diminished the consequences of almost all others. So my point was largely not to say that we don't have pollution today, but that whatever pollution we have today should be compared to what we had in the past when you're making this grand evaluation of capitalism versus not capitalism. Ce séminaire n'est pas financé par le gouvernement. C'est financé par des dons privés. Et c'est toujours encourageant de voir des gens qui sont prêts à mettre leur argent où sont leurs convictions. Je crois qu'il y a beaucoup trop de services, tels que l'assurance chômage, la santé, l'éducation, qui tombent sous un monopole. Le monopole du gouvernement, qui est le seul producteur de ces services. Pourquoi pas l'ouvrir et avoir de la concurrence? C'est-à-dire, on pourrait avoir la concurrence dans la production des services, et notre souci pour les pauvres peut être adressé en donnant des subventions aux pauvres pour qu'ils puissent acheter ces services. Alors, séparer la production, que je voudrais voir privée et concurrentielle, du financement, qui pourrait être en partie gouvernemental. Vous savez, j'aime pas parler de marché comme tel, parce que je crois pas que les marchés existent sans les gouvernements. Chaque marché a besoin de règles. Chaque marché a besoin d'un certain niveau de coercition. Et j'aime pas non plus parler de liberté comme une valeur en soi-même. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas la liberté. Ce que moi je dirais, c'est que je voudrais la liberté de choisir mes maîtres. Et ce que j'essaye de discuter dans mes conférences, c'est comment est-ce qu'on peut avoir un système de gouvernement qui nous permet le choix de quel type de représentant, quel type de contraintes on va choisir. Parce qu'on doit tous vivre sous contraintes, même les libertariens les plus féroces. Le libertarianisme, c'est un petit peu le descendant de la philosophie libérale classique, c'est-à-dire c'est une philosophie qui essentiellement met l'accent sur la liberté individuelle et tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire au niveau économique, le libre marché, au niveau politique, un État minimal et le moins de coercition possible, le moins de réglementation, le moins
finalement, qui laisse le plus d'espace possible aux individus pour faire ce qu'ils veulent et à entretenir des relations volontaires avec d'autres individus. Sur le plan social aussi, évidemment, c'est tout à fait à l'opposé des philosophies qui essaient d'imposer un ordre social ou religieux ou culturel quelconque. Donc, l'idée, c'est que si les individus sont libres à l'intérieur d'un cadre où, évidemment, les droits de propriété et les droits individuels sont protégés, chacun va pouvoir entretenir des relations sur une base volontaire avec d'autres. Et ça va mener à une sorte d'harmonie. Donc, c'est pas de l'anarchie dans le sens où la lutte d'un contre l'autre ou ce qu'on appelle le capitalisme sauvage ou la concurrence sauvage. C'est absolument pas ça. Au contraire, c'est laisser suffisamment d'espace aux individus pour qu'ils entretiennent des relations pacifiques et volontaires avec d'autres individus. Comme j'ai dit, le libertarianisme est un peu le descendant du libéralisme classique, qui est une philosophie qui a été élaborée, en gros, 17e, 18e siècle, qui était une réaction, évidemment, aux monarchies très autoritaires de l'époque. Donc, le libéralisme disait, à l'encontre du pouvoir du souverain, il faut augmenter les libertés des individus. Ça s'est développé dans les siècles qui ont suivi pour donner ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire une philosophie qui met l'accent sur le libre marché, etc. Sauf que les libertariens au 20e siècle se démarquent un peu des libéraux, parce que le mot libéral aussi a comme changé de définition. Là, aux États-Unis, un liberal aujourd'hui, c'est plutôt finalement, c'est l'inverse. C'est un social-démocrate ou un gauchiste. Et en Europe, on garde encore dans la tradition française, par exemple, libéral veut encore dire ça, mais sauf qu'il y avait beaucoup de confusion. Les Américains, qui étaient des libéraux classiques, ont commencé à s'appeler libertarian, je crois, dans les années 20 ou 30, pour se distinguer des liberals. Et aussi, la philosophie libertarienne est quand même plus cohérente et radicale, si on veut, que le libéralisme classique, dans le sens de réduction vraiment de l'État, soit à sa plus simple expression, ou même certains libertariens sont en faveur d'une élimination totale de l'État, donc privatiser même les services de défense, de sécurité, de justice. Aujourd'hui, dans une société où l'État dépense, la proportion des dépenses de l'État, c'est à peu près 45 à 50 du PIB. L'État contrôle des secteurs comme l'éducation, la santé. L'État contrôle des tas de choses, réglemente d'autres choses qu'il ne contrôle pas, subventionne presque tout le monde. Il y a une grosse partie de la population qui finalement ne vit que de redistribution d'argent. C'est-à-dire que ces gens-là ne produisent pas sur un libre marché des biens qui sont voulus par d'autres, mais simplement reçoivent de l'argent de l'État, argent évidemment qui a été confisqué à d'autres contribuables. Tout ça, ça veut dire qu'il y a des tas de gens qui vivent carrément aux frais des autres individus. On peut diviser finalement la société en deux. D'un point de vue libertarien, il y a ceux qui produisent, puis il y a ceux qui vivent aux dépens des producteurs, qui sont une sorte de parasites, finalement, même si le mot est un peu fort, mais c'est ça que ça veut dire. On ne peut pas être en faveur de la responsabilité individuelle et défendre ce point de vue-là. C'est-à-dire que tous ceux qui vivent aux dépens des autres, ils sont vraiment irresponsables dans le plus pur sens du terme. C'est-à-dire qu'ils ne font rien qui est en demande et ils vivent grâce à la coercition étatique, c'est-à-dire que l'État transfère des richesses d'un groupe vers l'autre. Donc, si on veut promouvoir la liberté et la responsabilité, on ne peut pas accepter cette dépendance-là d'une grosse partie de la population. Les gouvernements, contrairement à la perception
qu'on colporte chez nous, là, on vit dans une culture étatiste, nous, au Québec, là, les gens s'en rendent pas compte parce qu'on est tellement pénétré de cette perspective qu'on la pense naturelle. Mais en réalité, c'est une culture étatiste, c'est-à-dire qui perçoit naïvement l'État comme l'instrument pour maximiser le bien commun. En d'autres termes, là, comme si l'inspiration... Mais ça, c'est une vision, c'est une vue purement... comment dirais-je, c'est une vision parfaitement angélique de l'État. Ça n'a rien à voir avec les gouvernements réels. Puis surtout, c'est que ça n'a rien... Pourquoi est-ce qu'on croit que nos gouvernements, fussent-ils démocratiques, ce qui est déjà un avantage quand même, maximiseraient le bien commun? Les gouvernements ne font rien de ça. Les gouvernements, ils obéissent aux règles du jeu qui les régissent. Hein, c'est-à-dire, puis qu'est-ce que c'est les règles du jeu? C'est le processus électoral. C'est ça qui est sa vertu, justement. Bon. Alors, qu'est-ce que ça prédit, ça? Ça prédit que, d'abord, souvent, on assistera à ce qu'on appelle la dictature de la majorité. Ça veut dire que comme la règle du jeu première, pas la seule, mais la règle du jeu première de la politique, c'est la majorité, ça veut dire qu'un gouvernement qui sait gagner des élections va d'abord viser à privilégier la majorité. Alors la majorité fait des revenus, disons, faibles relativement à la moyenne. Ça veut dire que les politiques auront pour objet unique de redistribuer la richesse en faveur de cette majorité-là, non pas de maximiser la richesse, non pas d'augmenter la croissance. D'être efficace, c'est pas une considération importante pour un gouvernement. Sa première considération, c'est de redistribuer la richesse à ceux qui l'élisent, c'est-à-dire la majorité. Or ça, dans les faits, c'est comme ça qu'on explique les régimes universels. Hein. C'est comme ça qu'on explique l'espèce de prédilection là, que même qu'une majorité, je dis bien, affiche vis-à-vis les monopoles publics de la santé, les monopoles publics de l'éducation, parce que c'est pas de la compassion, c'est pas le souci de partager la richesse qui inspire cette position-là. C'est que la majorité veut se faire payer des services par la minorité qui fait un revenu un peu plus élevé que le sien. C'est ça qu'elle sent. Hein? Donc c'est une gigantesque fourberie d'affirmer que c'est la compassion qui inspire disons, la santé socialisée et les monopoles publics de l'éducation. Ça n'a rien à voir avec la réalité des choses. Bon, la deuxième dimension, c'est que les gens, donc la majorité, est plutôt apolitique. Hein? C'est-à-dire qu'il existe ce qu'on appelle, nous, en économique, l'ignorance rationnelle. Il serait bête, pour chacun d'entre nous, d'acquérir beaucoup d'informations sur les politiques, hein? De se renseigner sur l'impact des politiques vis-à-vis nous, à part quelques-unes particulières. Pourquoi? Parce qu'on n'y peut rien. De toute façon, on est un individu qui votons sur X millions, et par conséquent, qu'on soit informé ou pas, qu'on vote bien ou qu'on vote mal, ça ne changera rien au résultat. Donc, chacun doit se dire qu'il doit minimiser l'effort qu'il accorde à la compréhension des politiques, puis à l'information politique, ce qui est conforme aux faits. Hein. Les gens ne connaissent même pas le nom de leur député, très souvent. Puis, il serait incapable de désigner, d'expliquer le sens d'une politique pour lui. Puis c'est normal, parce qu'encore une fois, ça coûtera horriblement cher de se renseigner, alors que la contribution qu'il pourrait apporter à la réalisation de ce objectif-là, c'est zéro, c'est rien du tout. Donc les gens sont apathiques, sont apolitisés, les gens ne participent pas à la vie politique, parce que ça n'en vaut pas la peine. Mais ça ouvre la voie, ça, à l'intervention des gens qui sont des groupes qui sont stratégiquement placés, les groupes d'intérêt. C'est ça qui explique la domination des groupes d'intérêt. Hein, parce que un organisme qui est déjà en place, disons, le secrétariat de la CSN ou de l'Association des manufacturiers canadiens, ils sont déjà en place, là. De s'adonner à l'activité politique, puis à la propagande, puis à la promotion de leurs intérêts, ça coûte presque rien, hein, parce qu'ils ont déjà un organisme en place. Et par conséquent, ça va vouloir signifier que les décisions politiques vont être dominées par les gens stratégiquement placés, les groupes organisés.
Si on regarde les faits objectivement, l'État est une institution coercitive. L'État ne peut rien faire qu'en imposant des choses par la force. Par exemple, quand l'État a un monopole comme Hydro-Québec, si moi je décide de produire et de vendre de l'électricité et que je me situe en dehors du monopole, en bout de ligne, c'est pas juste une question là, de réglementation et de me donner des petites tapes sur les doigts. Je vais aller en prison si je persiste à vouloir faire quelque chose que l'État m'empêche de faire par sa réglementation. Donc, l'État va m'agresser physiquement si je veux offrir un service qu'il préfère, lui, monopoliser. C'est-à-dire que les hommes de l'État ont décidé de monopoliser. Donc, en bout de ligne, tout ce que fait l'État, quand il nous vole la moitié de notre salaire, ben, je m'excuse, mais on ne m'a pas demandé mon avis à ça. Donc, on me vole la moitié de mon salaire. On a beau dire que, démocratiquement, on a élu des gens qui ont décidé ça à notre place, sauf que la démocratie, c'est un petit peu l'organisation pacifique, entre guillemets, du banditisme de l'État. Moi, je n'ai pas voté pour qu'on m'enlève la moitié de mon salaire et ça donne qu'il y a plein de gens qui ont intérêt, parce qu'ils vivent, on revient à ce que je disais tantôt, aux frais de l'État, à ce que l'État m'enlève la moitié de mon salaire pour leur donner à eux autres. Donc, la véritable liberté, c'est pas la démocratie. Je ne suis pas un antidémocrate dans le sens d'être pour un État autoritaire. Quand on parle contre la démocratie, on est toujours vu comme étant en faveur évidemment d'un État autoritaire. Au contraire, je suis pour un État qui n'est absolument pas autoritaire au point qu'il ne justifie même pas ses actions sur la base de la démocratie. La liberté individuelle, ce n'est pas la même chose que la liberté démocratique. Quand on donne démocratiquement le pouvoir à un certain nombre de gens de nous enlever, de nous imposer des choses, ça contredit la liberté individuelle. Donc, c'est pour ça. Si on est cohérent dans notre défense de la liberté individuelle, on n'est même pas en faveur de plus de démocratie, c'est-à-dire de plus de façons de se partager les ressources des autres qu'on a volées à d'autres. Au contraire, on est simplement pour la diminution drastique du rôle de l'État, pour faire en sorte que les individus sont tout à fait libres, non pas de décider pour quel renard ils vont voter, qui va aller dans le poulailler, mais simplement pour décider de ce qu'ils font avec leur propriété. Point à la ligne. Les incitations qui sont incorporées dans les politiques sociales sont néfastes aux pauvres eux-mêmes, très souvent, puis à la population générale. Je veux dire par là que il existe chez nous l'économie sociale publique, là, en parallèle à l'économie capitaliste, l'économie de marché, qui elle est productive. L'autre est bâtie sur le modèle de l'ex-Union soviétique et qui comporte des incitations néfastes pour tout le monde. C'est-à-dire, on récompense les gens pour ne pas travailler. On récompense les gens pour ne pas avoir de famille stable. L'aide aux mères célibataires, c'est une façon de multiplier les naissances en dehors du ménage. Et on récompense la pauvreté. C'est aussi radical que ça. Il faut savoir que la pauvreté, ça obéit aux mêmes règles que le reste des choses. Plus on la subventionne, plus il y en a. Parce que les gens prennent goût à la pauvreté. Bon, on le voit bien dans les expériences de l'Ontario puis des Américains depuis 4 ou 5 ans, où on a vraiment imposé des limites à l'accès aux biens, aux subventions, aux allocations de bien-être social, puis la population de pauvres, de dépendants, a tombé de moitié en l'espace de quelques années. Parce qu'il n'y avait plus d'argent au bout, les conditions avaient changé, on leur imposait du travail, etc. En tout cas, quelles que soient les modalités particulières. Donc voilà, il existe des façons de susciter la réinsertion des gens dans l'économie productive. Au lieu de les entasser, par exemple, dans des HLM, dans des ghettos où tout le monde est pauvre, si on leur donnait, disons, de façon des vouchers ou des bons qui leur permettent d'accéder à la propriété, au lieu de subventionner le chômage, comme c'est le cas par l'assurance chômage, on subventionne les gens pour qu'ils soient chômeurs. Si on n'est pas chômeur, on n'a pas de subvention dans ces cas-là. On pourrait créer des fonds d'épargne chômage par lesquels les gens accumuleraient des protections
Hein, aller à l'abri du fisc, ou même subventionné, au cas où il tomberait en chômage. Alors chacun serait soucieux à ce moment-là de ne pas tomber en chômage parce qu'il se trouverait agrugé dans son propre fonds qui lui appartient. Donc chacun serait libre, serait bénéficiaire de l'économie qu'il ferait de son fonds. Bon, alors il y a tout ça dans l'idée, mais notre régime, nos politiques sociales sont bâties vraiment, encore une fois, pour créer une industrie de la pauvreté, une industrie de la dépendance qui profite évidemment à tous les bureaucrates, à tous les fonctionnaires qui gravitent autour de ça, et qui, en même temps, suscite dans la population de la dépendance, mais aussi des appuis politiques. Donc, puis encore une fois, sans effet, à long terme, à travers les pays, encore une fois, les politiques sociales n'ont pas diminué la pauvreté. Voilà le diagnostic final qu'on pose sur la question. On observe que la croissance est dans l'histoire et à travers les pays, la croissance du revenu des économies est le seul moyen de venir en aide aux pauvres. On a des données vraiment rigoureuses là-dessus. C'est que la seule variable qui affecte qui diminue la pauvreté dans un pays, dans les différents pays, c'est la croissance de la richesse. Les politiques sociales ne comptent pour rien. Donc, quiconque est soucieux au moins d'assister les pauvres, ou enfin les moins favorisés de la société, doit privilégier la croissance. Et par conséquent, tous ceux, par exemple, qui s'opposent au libre-échange, au nom des pays pauvres et au nom des pauvres dans les pays, se trompent, font une erreur d'observation, une erreur de fait. Les faits contredisent leurs options. La meilleure façon d'assister les pauvres, c'est d'ouvrir le commerce pour que le revenu augmente de tout le monde. Parce que statistiquement, encore une fois, le revenu des pauvres augmente aussi vite que celui des autres quand le revenu augmente. Et pour que le revenu augmente, il faut ouvrir l'économie sur le monde extérieur. Bon, au-delà de ça, au-delà de l'assistance aux pauvres, en tout cas des mesures qui sont susceptibles d'assister les pauvres, je ne vois pas qu'il y ait de fondement à la redistribution de la richesse. C'est vraiment remarqué qu'au contraire, les gouvernements en font beaucoup de redistribution de la richesse en faveur de la classe moyenne, par exemple, parce que c'est elle la majorité qui détermine les choix. Mais ça n'a aucun fondement moral. La seule justice sociale, si je peux m'exprimer ainsi, c'est le respect des droits de propriété. D'un point de vue libertarien, les biens publics n'existent pas. C'est un petit peu une invention pour justifier l'intervention de l'État, si on veut, parce que la logique là-dedans, c'est qu'il y a toujours des externalités, supposément. Par exemple, la pollution, ça serait une externalité. On ne peut pas produire sans faire de la fumée qui va tomber sur le voisin ou sans faire des résidus qui vont devoir aller dans la rivière. Sauf que pourquoi ça se produit? C'est parce que il n'y a pas de droit de propriété, par exemple, sur l'eau. Les rivières sont publiques. Donc, dans la mesure où, pendant tout le 19e siècle, là, on permettait aux entreprises de polluer les rivières, et jusqu'à très récemment, ça se faisait ça parce que l'État contrôlait la rivière. Donc, la rivière était une ressource publique, étatique, et l'État permettait aux entreprises privées de polluer la rivière. Mais moi, je dirais, si la rivière avait été privatisée et que chacun des propriétaires de la rivière avait dû être consulté pour savoir s'il permettait à une compagnie de jeter ses résidus dans la rivière, on peut être certain que ça serait sans doute pas arrivé de la même façon. Ou ça serait peut-être arrivé si, par exemple, la compagnie avait payé le véritable prix de la pollution, c'est-à-dire avait payé finalement les propriétaires pour polluer leurs ressources. Donc, il y aurait eu une allocation là, des ressources qui aurait été très différente et sans doute qu'on aurait mis l'accent sur d'autres formes de solutions à ces problèmes-là. Par exemple, les compagnies auraient investi plus dans des solutions technologiques pour empêcher la pollution ou se seraient arrangées pour polluer dans des endroits très précis
chez quelqu'un qui était prêt à accepter cette pollution-là en échange d'être payé finalement. Donc, il y aurait eu un réaménagement différent des priorités de production. Donc, quand on parle de biens publics, on parle de choses qui finalement n'existent que parce que l'État distorsionne la production en nationalisant certains biens ou en nationalisant l'environnement. Acabamos de ver la primera parte del documental El Cerco. Es interesante cómo Ignacio Ramonet plantea esta cuestión del pensamiento único. Cómo lograron los neoliberales desde una postura y una posición muy marginal en la sociedad a convertirse casi en un pensamiento hegemónico. Por eso esta noción de pensamiento único. En América Latina esto fue sin lugar a dudas fundamental. Después de las dictaduras que comenzaron a implementar políticas neoliberales como en Chile y en la Argentina a través de la represión, vimos que en la década del 90 esto se implementó a través del consenso. Para poder implementar estas ideas necesitaban de los medios de comunicación, necesitaban de comunicadores afines a este pensamiento. Lo que por lo general no se dice es que muchas empresas que estaban detrás de las empresas del Estado para privatizarlas, pusieron mucho dinero para tener en los grandes medios de comunicación a periodistas, a economistas que justamente le abrieron las puertas a sus ideas. Por lo tanto, hubo una conjunción entre ideas y economía,
entre aquellos que tenían la idea de llevar adelante las políticas neoliberales y aquellos que tenían el capital para poder implementarlas. En el próximo capítulo vamos a ver otros aspectos de las ideas neoliberales.